C'était quand même un gros move, quand même assez risqué, dans le sens qu'on se ramasse pendant 3-4 mois avec 2 loyers, des rénovations, les employés à payer, le déménagement à payer. Il y a même un employé qui a parié avec nous qu'en dedans de 6 mois, on fermerait la boutique. On dirait qu'il faisait tout pour que ça plante pour qu'il y ait raison. Hey, bonjour et bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires où est-ce qu'on met en lumière des entrepreneurs à succès, des gens qui réussissent et qu'on veut apprendre de leurs défis, de leur période plus difficile, de leur période sombre, parce que je crois vraiment qu'on peut apprendre des erreurs des autres et des périodes qui ont été plus difficiles. Et aujourd'hui, on reçoit un couple d'entrepreneurs exceptionnels, des amis, des gens de cœur, des gens de qualité qui ont bâti au fil des années une super belle famille, qui sont en couple et marié depuis je ne sais plus combien d'années, mais depuis très longtemps, vous allez nous le dire tantôt. Et aussi à la tête de Spytronic Sécurité et Centaure Sécurité. Vous avez passé d'un magasin de détail à un distributeur et maintenant manufacturier. Vous distribuez dans plus de 70 pays votre technologie que vous avez brevetée, qui tout ça est issu d'un événement ou d'une histoire dans le parcours de votre vie qui a fait en sorte que vous avez voulu aider les victimes d'actes criminels. Et de là, bien, vous avez développé un paquet d'outils, de produits pour aider les personnes au niveau de l'enquête, au niveau de la sécurité. On se retrouve aujourd'hui en Grèce. On passe une belle semaine ensemble encore une fois. Et au travers de ça, on a passé des beaux moments dans les dernières années avec nos enfants, avec nos familles. Et c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous, Sylvie et Alexandre. Bienvenue parmi nous. Merci. Vraiment, merci. Ça fait combien d'années vous êtes mariés finalement? 14 ans. 14 ans mariés et en couple depuis? 22 ans environ, 22-23 ans. 22 ans. Et là, il y a une chose que j'ai oublié de dire d'emblée, c'est que la business existe depuis longtemps. En quelle année les entreprises ont été fondées? 2004. 2004. Officiellement avec l'incorporation. OK. Et ça a été fondé par toi, Alexandre, et Sylvie était employée chez Desjardins. Tu travaillais en finance et tout ça. Et tu as gardé ton poste quelques années avant de finalement sauter et devenir partenaire et t'impliquer dans les entreprises. Vous avez bâti beau parc immobilier aussi. Vous êtes impliqué dans un paquet de belles affaires. Ça, c'est le beau côté de la vie. C'est où ce que vous êtes rendu, où ce que vous avez travaillé pour vous rendre. Mais aujourd'hui, dites-moi, si je vous parle de votre période la plus challengeante, votre période la plus sombre que vous avez eu à vivre pour pouvoir être rendu où ce que vous êtes aujourd'hui, y a-t-il une période qui vous vient en tête, une période qui a été difficile dans votre vie personnelle ou dans votre carrière? Bien, quand j'ai commencé, c'était en 2004, on s'était installé sur le plateau, pas sur le plateau, excusez, sur la Plaza Saint-Hubert. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'était d'enlever un côté où les gens pouvaient se stationner. Puis c'était pour construire une piste cyclable dans le temps et tout ça. Puis il y avait beaucoup de projets de développement. Puis à ce moment-là, il y avait moins d'espace pour que nos clients ils puissent se stationner. Donc moi, ma boutique, je l'ouvrais, puis j'avais besoin, dans le fond, que mes clients puissent venir me rejoindre. Mon challenge que je me suis retrouvé, c'est au fil des années, en déménageant, parce que dans la ville de Montréal, il y avait beaucoup de développement qui se faisait dans ce sens-là, les pistes cyclables et tout ça. C'était de trouver un espace que finalement allait être bon pour mon entreprise, puis la croissance de mon entreprise de magasin de détail. Puis je suis déménagé sur le plateau Montréal, au coin de Lormier et Pierre-Rachel. Et ce qui s'est reproduit, c'est après 2 ans de m'avoir installé, qu'encore à nouveau, il démolissait la rue, puis j'allais perdre encore mon stationnement. Donc, on dirait que j'avais un curse là, partout où j'allais. On dirait que je n'allais pas avoir de stationnement pour ma clientèle. Donc, je me suis dit, bien, il faut que je trouve un endroit où je vais idéalement acheter, mais que je vais avoir du stationnement pour les clients, puis que ça va être mon espace de rêve, puis que je vais pouvoir avoir ma croissance. Mon challenge, c'était surtout du fait que il fallait que je trouve cet emplacement-là, que je m'y installe et que ça soit
du mieux possible. J'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait un espace qui était à vendre dans un quartier. C'était vraiment pas mon choix principal, mais ce qui s'est produit, c'était magique. Je me suis rendu sur les lieux, puis il y avait une pancarte qui était à louer. J'ai appelé, j'ai visité la place, ça a répondu à mon besoin. 2 semaines après, on a signé. Je me suis rendu sur place, puis là, j'ai commencé mes rénovations. Quand j'ai commencé mes rénovations, bien, ça venait aussi avec le fait que c'était un louer pour acheter. Fait qu'il fallait que j'aille 2 loyers en même temps. Puis là, à ce moment-là, ça drainait pas mal le cash flow. Là. Puis je me disais, bon, j'avais un 100 quelques mille de mis de côté, des marges, puis tout ça. Fait que je me disais, je vais être capable de passer avec mes rénovations, mon déménagement. Puis malheureusement, c'était pas assez. Mais avec le temps, mon challenge que j'avais, c'était ça, là, c'était de pouvoir passer à travers la vague de rénovation. Fil en aiguille, c'est ça, là, notre pot d'argent qu'on avait pour les rénos s'est évaporé. Okay. Et vite, les marges 100 000 ont commencé... c'est pas trop long que c'est dépensé. C'est ça. Puis en plus de ça, on essayait de faire qu'on puisse bouger là, dans le temps, puis de pouvoir avoir la place près. C'était une ancienne usine de pièces d'acier. Puis c'était un défi en soi de pouvoir transformer la place. On avait un designer qui nous aidait au niveau de l'apparence, comment on allait pouvoir s'y installer, tout ça après, là, puis pouvoir mettre tout notre équipement, puis notre showroom, là, comment le monter. Oui, c'est ça. Disons que Sylvie, elle dormait pas beaucoup. J'étais curieux de savoir justement, toi, Sylvie, comment tu as vécu ça? Fait que là, toutes les économies tombent, ça sort, le cash flow. Comment toi, tu as vécu ça de ton côté? Est-ce que tu avais ton emploi encore à cette époque-là? Non, moi, je travaillais déjà avec Alexandre. Ça faisait combien de temps que tu avais fait le saut? Ça faisait pas très longtemps, parce que j'ai pas travaillé très longtemps sur le plateau. Puis dans le fond, lui, il devait rester à la boutique pour travailler, puis c'est moi qui c'était moi qui étais dans la nouvelle bâtisse avec les travailleurs pour qu'ils puissent gérer tout ça. Mais on était très petits dans ce temps-là, on n'avait pas de gros rentrées de fonds, à part les ventes qu'on faisait en magasin, les ventes qu'on faisait en ligne. Puis c'était quand même un gros move, quand même assez risqué, dans le sens qu'on se ramasse pendant... en juste 3-4 mois avec 2 loyers, des rénovations, les employés à payer, le déménagement à payer. Les employés n'étaient pas évidents dans ce temps-là. Là. Il y a même un employé qui a parié avec nous qu'en dedans de 6 mois, on fermerait la boutique parce qu'on s'en allait là. Genre d'employé qui n'a même pas pris une boîte pour nous aider à déménager. Lui, il est sorti de son bureau à une place, il est rentré dans l'autre, puis on dirait qu'il faisait tout pour que ça plante, pour qu'il ait raison. Puis nous, on a tout fait pour pas qu'il ait raison. Puis on était une petite équipe aussi, on n'était pas très gros dans ce temps-là. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est retroussé les manches, puis on n'avait pas le choix de travailler 2 fois plus fort. Puis c'est un peu... ça nous a donné un boost un peu de se faire dire ça d'en face. Genre, tu nous dis pas ça, là. Vous en êtes servi comme levier. Exactement. Pour vous, tu peux pas nous dire qu'on va se planter à cause de quelque chose parce que on va faire tout le contraire. Puis c'est ça qui est arrivé. Tranquillement, pas vite, on s'est refait. On a remonté la pente, on a quitté l'autre local, on s'est amélioré. On a fait une grosse fête de 10 ans au bureau avec tous les clients là, de la GRC, des services de renseignement, de toutes les grosses entreprises de sécurité qu'on avait, qu'Alexandre avait des contacts depuis des années. On a fait un gros party d'ouverture qui était notre 10 ans d'anniversaire aussi de l'entreprise. Puis ça nous a donné un boost parce que les gens, ils ont vu d'où on partait, la petite place où on s'était rendu tout d'un coup. Même si, à ce moment-là, on était quand même en difficulté. Nous, ce qu'on voulait, c'était comme montrer aux gens qu'est-ce qu'on était capable de faire. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça a continué à monter, mais ça n'a pas été évident. Puis qu'est-ce que vous avez appris de cette situation-là? Une chose que je pourrais dire, ce qu'on vivait, c'était comme si on n'allait pas y arriver. Mais dans le fond, la planification, si on l'aurait mieux fait, on se serait pris en avance, puis on aurait été chercher des prêts
si on aurait eu plus de liquidité dans ce temps-là, puis ça aurait été mieux structuré. Il faut dire toujours aussi que même en planification, il faut toujours qu'il y ait un buffer, parce qu'on Tout le peut, temps. on C'est peut ça qui toujours fait la dire, différence entre se planter et réussir des fois. surtout dans la rénovation, on s'entend. Ben oui, exact. Donc, c'était des phases, puis ce qui nous a vraiment sauvés, puis c'était le fait qu'on arrivait avec plus d'un demi-million en inventaire. Puis là, ce qu'il fallait faire, c'était réduire. C'était une autre erreur aussi que beaucoup de monde y font, là, c'était d'avoir trop d'inventaire. Mais dans notre situation, c'est ce qui nous a sauvés parce que on partait puis on avait beaucoup d'inventaire. On arrivait à la nouvelle place. Puis là, l'inventaire nous permet de sortir de cette passe-là. Là. Puis de garder un peu moins d'inventaire, puis d'être plus liquide. Fait que c'est comme ça qu'on s'est sauvé de ça. Là. On s'est mis... toute notre énergie a été focusée sur la vente. C'est quoi le plus gros échec ou fail ou déception que vous avez eu dans votre carrière ou dans votre business ou dans les dernières années? Y a-tu un fail ou une situation que vous avez vécue que vous vous êtes vraiment planté, puis qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ben, fail en tant que tel, on n'a pas vraiment eu de fail. On a été... Il y a eu des moments difficiles, mais qu'on s'est planté, je pense que c'est pas vraiment arrivé. Ça a été des fois des situations difficiles, mais qu'on a eu vraiment un gros échec. C'est pas, on n'en a pas vécu vraiment. C'est sûr qu'il y a eu, comme dans toutes les entreprises, des moments difficiles, des choses que tu t'attends pas de ça, puis là, ça arrive à ce moment-là. Mais je dirais qu'on a... Je veux pas dire qu'on a été chanceux, mais je pense qu'on a planifié nos affaires comme il faut, puis on est des gens on est vraiment prudents. Alexandre est hyper analytique, puis moi, je suis très... je suis bonne pour structurer puis dire, tu pensais à ça, 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 puis à chaque fois, on est capable de bien calculer nos choses pour pas que ça arrive, je pense. On a bien calculé nos choses, je pense pas que c'est de la chance. Ouais. Il y a eu un moment où il y a eu un manufacturier qui... nous, on était exclusifs sur une ligne de produits de GPS. Puis le manufacturier en question, on avait vendu au-dessus de 2000 GPS, puis il y a de la récurrence là-dessus, là, puis tout ça. Là, fait que nous, on était leur distributeur exclusif au Canada. Ça représentait à peu près 40 de notre chiffre d'affaires. C'est arrivé un moment où est-ce que lui il a dit, ben écoutez, je suis désolé de vous annoncer ça, mais on ferme directement, puis on pourra arrête plus... de vous vendre. Oui, fait que là, malheureusement... On arrête de vous vendre, puis on arrête de vous payer, parce qu'il y avait des royautés là-dessus. Oui. Fait que là, à ce moment-là, c'était un choc. Puis vu que ça représentait 40 de notre chiffre d'affaires, on disait, hey, attends un petit peu, là, ça va aller mal dans la compagnie. Là. C'est sûr. On voyait noir. Fait que, puis là, je me disais, toutes les années, avec la deuxième business que j'avais parti, là, je voyageais, je voyais vraiment toutes les technologies, qu'est-ce qui était utilisé dans le monde. Puis je me suis retroussé les manches, puis je me suis dit, ben ça va pas finir comme ça. Je vais pouvoir, à ce moment-là, rebâtir quelque chose. Puis je me suis muni là, des meilleures technologies, puis j'ai fait un partenariat avec TELUS. Puis là, c'est là où est-ce qu'il est venu au monde Axia, qui se trouve être notre propre ligne à nous. Donc nous, on est devenu comme une business de GPS. Ouais. Puis notre chiffre d'affaires il avait passé de 40 à 80 là. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on s'est placé avec Quand on parle de GPS pour suivre là, oui, c'est personnes, le type de GPS qu'on peut coller sous le véhicule de notre flotte de camions. Les entreprises qui ont des flottes de camions, on veut savoir où les employés vont, tout ça. Tout à fait. Fait qu'il y a aussi présentement aussi des tracteurs, des gens qui ont de la machinerie, tout ça. Là, puis on développe ce côté-là là, beaucoup. Fait que dans le fond, du jour au lendemain, puis là tu parles de ça comme s'il n'y avait rien, mais dans le fond, vous avez vécu une situation où du jour au lendemain, votre business plantait, là, littéralement. Il ne vous a pas dû donner un an de préavis. Là. C'est comme le mois prochain, c'est terminé. Fait que là, vous perdiez des royautés. C'est lui qui avait les revenus, puis il vous donnait des royautés. Puis en plus, si vous vendez des produits, fait que là, vous n'aviez plus de produits à vendre et vous perdiez des royautés ou? Bien, dans les clauses, la façon dont c'était fait, c'est vraiment comme ça. C'était une technologie qui leur appartenait. Fait que puis petit peu par petit peu, les clients, ça coupait le service tout simplement avec le client. Le client ne se retrouvait en aucun service. Puis c'était ça. Là. Vous réussissez à retrouver les clients, justement, de dire, on a trouvé une autre solution pour vous, puis voici la nouvelle solution? Ce qu'on a fait, c'est dans le fond, c'est qu'on étudiait c'était quoi les points faibles qu'on avait des produits. Puis là, ça nous prenait une technologie non seulement qui allait être égale, mais qui allait être supérieure à ce qu'on avait déjà auparavant pour répondre justement là,
à la demande de nos clients. Puis là, les clients, ils étaient très sceptiques parce que là, ils avaient un bon produit, puis là, il fallait avoir un produit qui était supérieur. Excellent. Excellent. Puis là, ça nous a... nous, on s'était... Il fallait qu'on se positionne en confiance. Nous avant, puis après, le client, on allait avoir la certitude qu'il allait être satisfait. Sinon, on allait aller dans ces petits détails-là, puis OK. on allait avoir un bon produit. Fait que finalement, ben, le problème qui est arrivé est devenu une opportunité d'affaires pour vous. Évidemment, ben, le fait d'être distributeur versus manufacturier, ben, c'est pas le même genre de business, pas le même genre de valeur de business non plus. Tout à fait. Est-ce que vous avez décidé à ce moment-là d'arrêter de distribuer des produits des autres et de juste concevoir vos produits ou vous distribuez encore des produits des autres? Qu'est-ce que vous avez appris de ça, là, la relation distributeur versus manufacturier? Parce que c'est un risque, évidemment, là, en affaires, quand on distribue un produit d'un autre, là. Ben, à la base, moi, quand j'ai commencé, je faisais de l'assemblage électronique. L'exemple de ce manufacturier-là de GPS, c'est quand même assez spécial. C'est que je prenais leurs produits, puis je le modifiais et je le revendais. Puis les clients, ils venaient m'acheter le produit à cause de ma modification que je faisais. OK. Je les intégrais dans un boîtier hydrofuge avec un aimant. Fait que dans le temps, là, de 2005 à 2008, 2009, ben, les GPS avec un aimant, et ça se vendait pas sur le marché. Fait que puis eux, ils m'ont approché, puis l'exclusivité, je l'avais gagnée comme ça parce qu'ils ont dessiné avec un designer industriel le caisson de la version que je distribuais, dans le fond. Puis le fait que moi, je me dise, ben moi, j'ai des idées, ça l'a enrichi eux jusqu'à temps qu'ils aient ils sont embarqués publics, puis ils ont été cotés à la bourse. Pourquoi que moi, je commencerais pas moi-même à développer mes propres technologies, mes propres OK, parfait. produits, puis de m'enrichir moi au lieu d'enrichir d'autres que c'est eux qui font ce genre de choses-là. Fait que, ouais, ça m'a beaucoup inspiré aussi à aller du côté des brevets, du développement, de la mise en marché de produits, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as les GPS, mais tu as développé aussi une technologie unique qui t'a breveté, qui est rendue distribuée là, dans plus de 70 pays, à moins que je m'abuse. Mais est-ce que cette idée-là est venue suite à ça, justement, en force de t'informer sur les brevets, tout le côté manufacturier? Est-ce que c'est de là est née un petit peu cette idée-là qui est devenue ton produit ou votre produit fort et unique là, que vous avez inventé? Oui, tout à fait. Ben, c'est le fait qu'au début, c'était moi qui assemblais beaucoup mes produits que je vendais, puis que je me disais, ben, faut que je passe à une autre étape. Tu sais, à un moment donné, quand tu vends des produits, puis là, tu te rends compte, ben, que lui est déjà fait, ça coûte moins cher, ça me sauve du temps, je vais faire un profit vite, vite. Là, tu vends, mais c'est pas toi qui manufacture, c'était comme plus un détaillant. Puis après ça, ben, faut passer à une autre étape. Puis c'était un peu ça. Là. Fait que j'étudiais à voir un peu comment que ça se faisait graduellement. Là. Oui. Puis il y avait aussi la nature de où tu écoutes tes clients, tu vois qu'est-ce que tu as dans ton environnement. Puis à force de voir beaucoup de clients, puis de les écouter, puis de voir un peu c'est quoi qui fonctionne pas bien. Leur problème, à fond. Puis oui, exactement. Eux, ils t'arrivent avec un problème. Toi, tu veux leur apporter la solution. Et quand ça fonctionne pas très bien, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, puis sur quoi il faut que tu apportes d'autres solutions sur ta technologie, sur ton service, sur tes choses que tu fais. Puis là, à ce moment-là, c'est le peaufinement de chacun de ces problèmes-là, qu'on peut dire comme ça, ou puzzle. Puis à force de travailler sur ce côté-là, ben, on veut faire à notre façon. Puis pour le faire à notre façon, bien, tu sais, il y a des processus, puis il y a un paquet de choses. Et on ne veut pas se faire voler notre idée, on ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'on enrichit. Moi, dans mon cas, moi, c'était comme l'histoire du GPS que je voyais comme une entreprise prendre mon idée, puis m'apporter le prototype de qu'est-ce que je concevais, puis qui n'était pas bien fait, mais qui était fonctionnel. Mais eux, me l'ont reporté devant moi, puis voici, ce serait quoi le produit final. Fait que pour moi, c'était comme, ouais, j'étais honoré quand même, mais de l'autre côté, je me disais, hey, c'est peut-être moi qui aurais pu faire ça. Puis en même temps, ben,
Mon problème, c'est tourné à être une opportunité à quelque part de, Ben oui. de lancer Axia. Ouais, ouais. Mais des fois, c'est. Puis, tu sais, quand tu étais dans cette situation-là, bon, tu avais le problème, tu étais là-dedans, tu cherchais des solutions, tu te disais-tu justement que ça pouvait peut-être se virer en plus grande opportunité pour vous? Ou vous pensiez pas vraiment à ça, puis c'était comme, il faut juste se sortir de là, puis... parce que des fois, ben c'est ça, nos plus gros problèmes deviennent une opportunité, puis ça nous amène une série d'autres décisions, d'autres opportunités qui, aujourd'hui, ben, vous amènent à être des leaders dans d'autres marchés que vous n'aviez pas à ce moment-là, dans le fond. Oui. Ben, il y a eu. Je me suis servi de ça pour la technologie que je développe surtout là, avec Centaur. Euh, le, le dépôt de brevet, on en a fait un en 2013. Puis ça a été toute une aventure. Ça a pris 5 ans à pouvoir mettre sur le marché une technologie qui partait de mes idées de A à Z. C'est quoi la technologie pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, on parle de... C'est une plateforme acoustique, comme un speaker intelligent, mais conçu pour masquer les micros pour que les conversations soient confidentielles. Donc, au tout début, ce que je voyais qui se faisait sur le marché ou que j'allais acheter pour pouvoir protéger mes conversations face à face avec des gens, c'était soit un bruit blanc, ou qu'on utilise comme pour endormir les enfants, ou soit des bruits bizarres qui sortaient pour essayer de protéger puis empêcher les micros d'écouter. Il faut dire que à mon parcours au début, mes clients, c'était des enquêteurs privés. J'avais des gens de services de police de différents paliers et les forces de l'ordre. Et avec le temps, aussi des multinationales et du privé. À force de focusser sur l'équipement d'enquête, tout ce qui était caméra cachée, micro et autres produits, là, à ce moment-là, il fallait que je regarde aussi l'autre côté de la médaille, où est-ce que les gens qui veulent se protéger aussi contre l'abus avec les caméras cachées ou protéger les informations dans les entreprises. Parce que le vol d'informations est omniprésent dans les métropoles où il y a beaucoup de technologies qui sont développées. Montréal étant un endroit où il y a beaucoup d'innovation et de développement de technologies haute pointe, c'était important là, pour moi aussi d'apporter cet aspect-là. Donc, la contre-surveillance, la contre-mesure. Oui. Donc, c'est ça, j'ai développé cette plateforme-là pour pouvoir protéger mes clients. Un des services qu'on offrait chez Centaur, c'était de vérifier s'il n'y avait pas des micros dans les salles de conférence. Donc, oui. Quelqu'un qui avait un meeting avec des informations sensibles, bien, il m'appelait moi parce qu'il savait que moi, j'étais dans le temps le spécialiste pour installer les caméras cachées, pouvoir faire ces conceptions-là. Puis c'est venu un peu de même. Puis de fil en aiguille, ce que je me rendais compte, c'est quand on inspectait une salle, quand on sortait de la salle, c'était comme une image dans le temps. Fait que on arrivait là avec de l'équipement sophistiqué. Ben oui, pour tout nettoyer l'endroit. Puis... Oui, donc c'est comme des détecteurs de métal, mais c'est des détecteurs d'électronique, des analyseurs spectrales, des caméras thermiques. On utilise un paquet de technologies. Puis quand j'ai lancé cette entreprise-là, j'étais influencé beaucoup par des anciens agents du SCRS aussi eux, ils sont devenus mes amis. Puis eux, dans leur day-to-day, ils faisaient ça pour vérifier les salles de meeting présidentielles. Et là, à ce moment-là, c'est ça, là, quand j'ai rencontré, je partageais là, mon développement de nouvelles business et tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis réveillé et j'ai dit, je suis en train de développer cette technologie-là. Qu'est-ce que vous penseriez que si j'apporterais ça sur le marché? Puis les autres, ils voyaient comme le défi.
Puis j'avais de la misère à croire, tu sais, est-ce que tu vas vraiment lancer ça, ce produit-là? Est-ce que tu vas faire ça? Puis, c'est ça, fil en aiguille, avec beaucoup d'embûches. Ça n'a pas été facile. On est arrivé en 2018 à montrer notre prototype à Las Vegas. Puis je me suis retrouvé sur le stage pour l'IPA Award, là, c'est Innovation Product Award, sur stage. Bravo. Puis gagné le prix d'innovation de sécurité au plus gros show de sécurité de l'Amérique du Nord. Puis ça a été comme notre boost aussi. Disons que, C'est de là où est-ce que vous avez commencé à vous faire connaître, avoir de l'attraction sur Exactement. vous. Puis on n'avait pas de produit à vendre. C'était vraiment comme on se prend un kiosque, on arrive là avec notre prototype. Oui. On avait dépensé au-dessus de 800 000 en recherche et développement. Puis tout le long là, de ces financements-là, puis d'argent, c'était toujours comme... On était quasiment tout le temps comme ça, là. Puis c'était très, très, très difficile. C'était pas évident. Tout l'argent allait là-dedans dans ce temps-là. Puis c'était... Comment ça a duré de temps? Ça a duré 5 ans, là. Fait que Du moment où vous avez commencé à injecter les premiers dollars jusqu'au moment où vous avez commencé à faire des ventes. Faire le ça a premier pris dollar. Oui. 5 ans? Ça a pris 5 ans. Puis comment c'était pendant cette période-là? C'était pas Sylvie, évident. vivais-tu bien avec ça? C'était-tu challengeant? Des fois, est-ce que vous pensiez abandonner ou vous étiez vraiment laser focus, puis vous le saviez que ça allait prendre ça, puis vous étiez prêt à vivre avec le stress qui va avec? La motivation, c'était que ça allait être quelque chose qui allait fonctionner, c'est sûr, mais c'était pas évident parce que c'est comme... Je me souviens que, tu sais, Sylvie, elle travaillait, puis elle avait un travail qui était un travail de carrière, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'était comme... les embûches, quand tu es dans une grosse infrastructure, c'est pas plus grave que ça. C'est gros, il y a des gens qui vont arranger ça, là, ou ça va se replacer. Sinon, on peut aller, on se trouve un autre job. Mais là, quand c'est ta propre entreprise, puis que tu travailles avec ton mari, là, puis là, c'est les deux ensemble, là, c'est notre maison, c'est tout là, qui peut partir. Là, c'est sûr que le stress est vraiment plus puissant. Puis fait que nous, notre truc à nous, c'était quand c'était trop intense, là, tout va mal, comment on va faire pour payer les factures ou des choses de même? Bien, on se disait, on s'en va en vacances. Fait qu'on se prenait un vol vers le sud. Ah ouais? Puis, oui, on partait vers le sud. Puis nous autres, c'était comme genre... Quand tout allait mal, on part en vacances. On part en vacances. On va se solidifier là-dedans, on va comme lâcher notre stress, puis on va se reconnecter pour voir, on est où. Puis, on prenait un tête inclus, on s'entend, parce que là, faut pas que ça coûte trop cher non plus. Pas trop cher, puis pas besoin de rien s'occuper, vous étiez brûlé, puis le but, c'était ça, c'était de vous refaire un plan de, OK, on fait quoi maintenant, là, tu sais. Se ressourcer, puis d'après ça, de voir, OK, sur quoi qu'on va mettre nos énergies, parce que tout est axé sur ça. On a une énergie, on a un focus qu'on met, puis quand on focus avec nos énergies à la bonne place, puis... C'est là que ça fonctionne. Oui, puis on va chercher les gens, puis là, à ce moment-là, on apporte ces gens-là à s'unir avec nous, avec leur énergie, là. Toute l'énergie ensemble, là, ça apporte de la magie, là. Très cool. Fait qu'en gros, vous avez inventé, vous avez créé un nouveau produit. Votre clientèle cible, c'est les gouvernements, les grandes institutions financières, GRC, donc les gros institutionnels, militaires, exactement, c'est eux vos clients. Surtout à l'extérieur du Canada, donc un peu partout dans le monde, dans plus de 70 pays. Mais c'est un produit qui n'existait pas. Vous l'avez inventé, tu l'as dessiné, tu l'as imaginé parce que ça répondait à un besoin, vous l'avez breveté, puis après ça, vous l'avez commercialisé. Il y a plein d'entreprises qui ont des idées, puis qui ont un produit, puis ils l'inventent et qui créent un super bon produit, mais qui échoue à cette étape-là, à la commercialisation, parce que tu as beau avoir le meilleur produit que tu as créé, si tu ne réussis pas à le mettre dans les mains de clients qui veulent en acheter, eh bien, tu ne peux pas perdurer. Comment ça a été cette période-là de passer de, OK, on a développé un prototype, un produit, puis on en fait de l'argent, puis on en fait des ventes, on va chercher des clients, on aide et on le fait connaître, notre produit. Donc, comment ça s'est passé cette période-là et comment vous avez réussi? Dans le fond, le développement du produit a pris environ 5 ans entre le moment où on a commencé à mettre une scène dedans en développement, en ingénierie, puis en design industriel, jusqu'à environ 5 ans en 2019 où on a sorti le premier produit fini.
Il faut comprendre qu'un produit, quand on le développe, oui, en plus de design industriel, on a aussi une certaine quantité de produits qu'il faut produire. C'est pas un à la fois. Fait que quand ils te demandent en premier combien tu vas en fabriquer à première shot, il faut que tu sois capable d'analyser, de faire des prévisions sur quelque chose qui n'existe pas, dans le fond. Fait que sortir une première batch, la stocker, puis faire la publicité, puis être le plus loud possible dans ton domaine pour pouvoir être capable de vendre ton produit puis de faire de l'argent. Mais ça, c'était une période qui a été quand même assez difficile parce que on avait, on avait notre famille à supporter, puis on avait le développement d'un nouveau produit à supporter aussi. Puis on a toujours Tu faisais été... juste sortir de l'argent, non Ouais, pas en rentrer, exactement. Il évidemment, n'y a rien pendant qui 5 rentre ans. parce que tu peux pas vendre des pièces détachées puis des dessins Ouais. sur un Là, quand tu papier. es rendu une couple de 100 000 d'investis, 2, 3, 4 ans, ben là, tu peux pas revenir à l'arrière. Il Non. faut que tu continues, sinon tu perds tout. Donc, tu es comme pris dans un engrenage. Je présume que ça vous a coûté plus de temps, puis ça a pris plus de temps que ce que vous pensiez Toujours. initialement. Plus d'argent, ça, c'est sûr. Parce que quand les ingénieurs y estiment un prix, maintenant, on le sait que c'est pas ce prix-là, c'est 2 fois et demi. Quand 2 fois et demi, quand c'est tu ce as que le ça va bras coûter? rentré dans l'engrenage, ben si tu sors, tu peux pas. perds. Exact. Si tu continues, tu sais pas jusqu'à où tu vas aller. Ouais. Mais je pense qu'on avait assez confiance aux produits qu'on mettait sur le marché qui n'existent pas puis qui répondaient vraiment à une Ouais. demande pour foncer puis y aller. Puis je me souviens encore de la bouteille de vin qu'on a ouvert avec les employés. La première journée qu'on a shippé un produit officiellement à l'extérieur, qu'on a vendu un produit puis qu'on l'a expédié. C'était vraiment symbolique pour nous, puis on le savait que ça allait fonctionner. C'était qui le Donc, premier client? c'était un pays en Europe que je peux pas nommer Pas de parce que problème. les clients On se sont comprend. confidentiels. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important pour nous. Mais c'était un gouvernement. Donc, c'est sûr que... Puis comment que vous avez trouvé? Comment ce premier client-là vous avez trouvé? Puis c'était-tu dans un show? C'était au Ouais. show de Vegas où est-ce que vous aviez, Oui, vous exactement. aviez apparu? Oui, OK, Le premier super. show de Vegas qu'on a été, on venait juste d'engager notre directeur des ventes qu'on ne savait pas comment on allait payer encore. Parce qu'il nous fallait quelqu'un. Nous, on n'a jamais vendu à l'étranger. Puis on n'avait pas l'expérience nécessaire pour le faire. Donc, on s'est mis sur la démarche. On a embauché un directeur des ventes qui avait 30 ans d'expérience au Brésil. Il avait travaillé en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il connaissait les pays par cœur, autant le dialecte de chacun des pays latins que leur façon de faire la business. Donc, on l'a embauché, puis on lui a dit, ben regarde, dans 2 semaines, tu t'en vas à Vegas, tu as 2 semaines pour apprendre le produit par cœur, puis s'en aller avec Alex faire un show, puis tu démontres un prototype qui est semi-fonctionnel. Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à présenter aux États-Unis le produit. On a gagné le produit de l'innovation de l'année en 2018 avec un produit prototype encore. Donc, on avait des photos, on avait des designs, on avait un produit qui était non fonctionnel, une coquille. Puis à partir de là, vraiment, notre nerf de la guerre, c'était d'aller dans des shows à chaque 2 mois, partout dans le monde, pour pouvoir présenter le produit. Puis on avait un produit qui était fonctionnel. Par la suite, les prochaines shows, c'était s'assurer d'avoir quelque chose qui était fonctionnel pour vivre l'expérience du client. Fait que le client, on faisait fonctionner, c'est Alexandre puis notre directeur qui allait dans les shows, faire fonctionner le produit puis leur démontrer que ça fonctionnait. Parce que quand tu vends quelque chose qui n'existe pas, les gens ne croient pas. Ils pensent que, c'est pas... Ça, c'est pas- c'était la première vente a eu lieu en quelle année? 2019. 2019. Oui. Juste avant la pandémie. Juste avant la pandémie. OK. Où ce que on... Puis vous développiez, puis je me rappelle en 2019, vous faisiez déjà partie de notre club privé, puis Ouais. vous me disiez, écoute Olivier, je vais voyager 10, 15 fois dans l'année, on commence la commercialisation, on s'en va dans des shows, fait que c'est un peu ça votre stratégie, de Ouais. dire, ben on s'en va dans des shows à l'étranger, un peu partout dans le monde. Puis après, c'est le quoi COVID est l'impact? arrivé, Parce que vous puis- aviez fait une coupe de shows, vous avez commencé votre commercialisation, Oui. puis là, ben plus de shows. C'était quoi l'impact de la COVID sur la commercialisation de ce nouveau produit-là que vous étiez comme enfin, on commence à avoir un retour sur notre investissement de 5 ans? Ça a dû être un challenge énorme pour vous autres, là, quand tu penses enfin que tu vas toucher le résultat de temps de travail, puis finalement, ben, tout est shut down. Avez-vous arrêté la commercialisation? Vous êtes-vous réinventé? Avez-vous mettre votre énergie dans d'autres sphères de la business? Ou? Je vais embarquer là-dessus. Dans le processus, là, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait apprendre à l'interne. Fait que fallait porter plusieurs chapeaux. Puis une des choses qu'on voyait, c'est comme combien de temps ça nous prend pour produire un appareil. L'assemblage, tout ça. Là. Fait que il y avait... on voyait que si on nous en demandait 1000 d'un coup, là qu'on avait un gros problème dans le temps pour les livrables. Fait que à ce moment-là, je me suis dit, je vais focusser sur ces choses-là pour quand ça va reprendre, que là, je vais être plus efficace.
Fait que là, je voulais optimiser dans les Les processus. opérations, les processus d'affaires. Puis OK. la formation aussi, le côté web, parce que là, tout le monde était connecté en ligne. Fait que là, on savait qu'il fallait que ça aille plus d'un côté d'automatisation. Il fallait qu'on ait nos processus en place plus solides. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on s'est dit comme, ben, OK, on va travailler là-dessus le temps que ça reparte. Puis quand ça va repartir, ben là, à ce moment-là, on va être plus efficace. Fait que moi, dans ma tête, je me disais comme genre, ben mes chiffres, je les ai pas atteints, ceux que je voulais avoir en 2019, en 2020, 2021. Mais dans mes prévisionnels, parce qu'on se fait des prévisions, là, je dirais en 2022, on commençait à avoir les chiffres de 2019, 2023. Puis c'est ça, là, fait que ça a juste comme stallé, mais ça Ça a nous a fait un permis trou de... pendant 2-3 Ça ans, puis ça vous a permis de vous préparer pour une croissance peut-être plus soutenue à long terme. Exactement. Est-ce que vous avez continué à faire des ventes pendant le COVID ou c'était plutôt difficile à cause justement qu'il y avait plus de... C'est difficile. Ouais. C'est le genre de business qui se fait dans des shows, puis là, ben, tu rencontres les personnes, c'est une game de contact aussi, je présume. Tout à fait. Oui, les gens, quand tu as un produit qui est pas web, c'est pas un software en soi, là, pur, ben, tu dois avoir ce produit-là que tu le montres aux gens, que c'est une industrie qui est très difficile à séduire puis à avoir comme client. C'est des gens qui sont hyper méfiants, puis c'est le domaine de la sécurité, c'est des gens qui sont tough, là. Il faut que ton produit, là, il soit vraiment bon. Là, Tu dois poser des questions avant de l'acheter, le produit. Oui. Ça, c'est une des choses. Oui. Une chose que je peux dire Avec raison. publiquement, là, Oui. qui nous a aidés aussi, là, c'est on a eu une commande qui s'est faite, puis c'était un appel d'offres aux États-Unis, que c'est le FBI qui a placé une commande chez Centaure pendant la COVID. Puis vu qu'ils l'ont affiché publiquement sur leur site Internet d'appel d'offres là, du gouvernement, ça l'a fait le téléphone sonner pas mal. Fait que là, tout le monde voyait qu'il y a un produit que le FBI il veut commander, puis les distributeurs qui regardent les appels d'offres, là, eux autres, là, ils se sont mis comme à voir, ils regardent ça à chaque jour, c'est qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que ça l'a fait du bruit beaucoup pour Centaure, puis ça a été comme quelque chose qui nous a donné un boost. Puis ce qui était le fun... Puis le fait que ce soit un appel d'offres, puis là, ça te permet justement de mentionner que le FBI, vous avez dealé avec le FBI, puis ils vous ont choisi comme pour le produit qu'ils recherchaient. Exactement. Puis ce qui était le plus le fun, c'est qu'ils n'ont pas acheté une fois, là. C'est qu'après ça, publiquement encore, ils ont replacé une autre commande, puis tout ça. Puis ça a été, c'était vraiment pour nous là, une clé, là. Puis là, je présume le FBI, ils ne commandent pas 3 unités, là. C'est des centaines, des dizaines, des centaines, des milliers d'unités. La façon qu'ils ont fonctionné, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix de faire un appel d'offres pour voir qu'on était vraiment les manufacturiers puis personne ne vendait le même produit. Puis après ça, il n'y a plus d'appel d'offres. Ils rentrent direct. Quand ils ont besoin, ils nous envoient un email puis on fait la vente. Wow. Donc, il y a eu l'appel d'offres par défaut parce qu'il n'y avait pas le choix, mais étant donné qu'on était le seul soumissionnaire, c'était comme pour un échantillon. Par la suite, ils passaient directement pour l'achat du produit. Est-ce qu'on fait un appel d'offres parce qu'il y avait vraiment un besoin précis puis ils ne savaient pas que vous existiez? Ou Non. ils vous avaient rencontré, ils savaient que vous existiez, puis là, ils ont voulu tester le marché officiellement pour voir c'est qui peut faire ça pour nous autres? Parce que le nom de notre produit était dans l'appel d'offres. Oh mon Dieu! Fait que, ils pouvaient pas, personne d'autre pouvait C'était soumissionner vraiment autre pour chose que voir notre si produit. c'était vrai que vous étiez les manufacturiers puis qu'il n'y avait personne d'autre, parce qu'il y a beaucoup là, de falsifications, je pense, dans ce domaine-là. Puis ils devaient être ultra sensibles à l'effet de voir un produit c'est le fun authentique, parce que unique c'est avec le seul client qu'on peut dire c'est qui, parce que quand tu tapes le nom, puis le nom de notre produit a changé depuis ce temps-là, mais quand tu cherches FBL puis le nom de notre compagnie, on le trouve. Fait que quand les gens disent à qui vous vendez, ben on peut pas le dire à part à eux, parce que si tu tapes notre nom, tu vas le trouver sur Internet. Mais oui, ça nous a aidés pendant le COVID, étant donné que dans les mois précédents, nos ventes, ils doublaient au mois. Puis quand le COVID est arrivé, on ne peut plus faire de show. Essaye de faire une démonstration web. Tu sais, on faisait des shows en ligne, là, des webinaires, puis tout ça. Mais tu sais, pas le même impact. Hein? quand tu as 400 personnes de connectées, puis... Quand c'est des clients existants, c'est pas pire, tu sais, pour les updater sur ce que vous faites, puis tout ça, quand le lien de confiance est là. Mais là, c'est un nouveau marché. C'était pas des clients que vous aviez dans d'autres sphères de votre business, c'était toute une nouvelle clientèle. Oui, tout à fait. Puis les gens, ils faire confiance. Ça, c'est quand même un produit dans... Tu sais, notre produit, tu l'achètes pourquoi? Mais c'est pour protéger ta conversation. Ta conversation, tu sais, quand tu as ça dans un bureau de gouvernement, d'un directeur de la Défense nationale,
bien, il y a des infos qui sont très importantes. Donc, il y avait de la méfiance aussi envers nous. Tu sais, es-tu en train de me vendre quelque chose qui est buggé puis que les autres peuvent écouter à distance? Fait qu'il a fallu faire nos preuves aussi. Tu sais, on a déjà eu des clients qui nous ont renvoyé notre produit démanché, puis que... Pourquoi? Bien, parce qu'ils voulaient vérifier qu'on était vraiment legit. Tu sais. Si on passait le test de confidentialité puis de confiance, puis on l'a passé, on a toujours dit, bien, ouvre-les, tu n'auras plus de garantie, mais tu vas voir que... Risque-en un, là, Oui, scrape-en un, puis tu vas savoir que oui, on est la exactement. bonne Nous, on a tout compagnie. le temps été super ouverts là-dessus. Non, on n'est pas là pour tricher le monde, on est vraiment là pour protéger les conversations. C'est pas sur le marché. Puis, tu sais, ça fonctionne. Tu sais, c'est encore jeune, notre produit. Là. Le premier produit, il a été lancé en 2019. On a fait énormément de recherche et développement. Il a évolué dans le temps aussi avec les choses qu'on voyait améliorer, puis ça continue encore. Puis, c'est sûr que c'est là où on commence à avoir du récurrent, des clients qui rachètent. Tu sais, ils ont acheté des échantillons, ils ont acheté une quantité de produits. Là, ils veulent équiper d'autres bureaux. On a des partenariats un peu partout dans le monde, des distributeurs aussi. Fait que c'est... Ouais. Ouais, puis on travaille là, on est reparti dans la vallée de la mort. Là. On est en train de travailler sur 2 autres produits pour faire une famille. Là. Puis on est là-dedans. Là. Des On arrête produits pas. connexes pour desservir un besoin qui s'est créé entre-temps. Exactement. Ou des besoins connexes. Ou... Ben, c'est tout relié à la confidentialité. Oui. Donc, c'est ça, là, la famille Harp, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est les 4 lettres de Harpocrate, le dieu du secret et de la confidentialité. Mais là, à ce moment-là, nous autres, dans notre lignée de produits, ce qu'on veut, c'est que les gens, pas juste les gouvernements, puis les gens du ministère de la Défense, tout ça, avec le produit actuel Harp qu'on vend, mais que les business, puis tout ça, toutes les personnes qui ont besoin justement de partager leurs informations, qui puissent se protéger eux-mêmes aussi également. Là. Donc, on travaille sur le mini, qui est déjà en pré-vente, que les gens peuvent acheter en ligne. Puis le Vault, qui est un nouveau bébé qui est au mois de juin qu'on présente. Là. On aime ça se mettre en danger. C'est parfait. Ben, à date, ça a été, Ouais, c'est payant. avantageux On de a faire. confiance à ce qu'on fait. Puis Ben oui. les gens ils reconnaissent ce qu'on fait, c'est des produits de qualité aussi. Donc, Exactement, vous avez fait votre réputation. Puis normalement, la commercialisation des prochains va être plus simple, je crois, qu'une première parce que vous avez le trust, la confiance, l'authority dans le domaine. Là, tu sais. Vous distribuez à des forces armées, des gouvernements, des institutions un peu partout dans le monde. Fait que le nom doit se passer là, d'un pays à l'autre, puis d'un show à l'autre dans l'industrie. Hein. Tout à fait. Si tout était à recommencer, donc ça fait des années, vous avez distribué, manufacturé. Aujourd'hui, vous êtes en croissance, ça va bien. Vous avez passé une période difficile, puis ben ça va tellement bien que vous avez décidé de refaire d'autres projets pour pousser la note encore plus. Si tout était à refaire, ou si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui vous écoute, qu'est-ce que vous feriez différemment pour réussir, soit avec moins d'embûches ou plus rapidement? Bien, ça serait qu'ils puissent focusser sur, dans le fond, ses faiblesses le plus possible. Puis c'est difficile de le faire si tu n'as pas passé à travers, mais dans le fond, moi, ce que je regarde pour moi-même, quand je réanalyse ce que j'ai fait, ça aurait été que j'aille quelqu'un qui aurait été bon en planification financière proche de moi pour pouvoir justement m'aider à dire, ben écoute, pour arriver à faire ce que tu as besoin là, ben ce serait un montant comme ça qu'il faudrait aller chercher en prêt. Puis, fait que on a beaucoup souffert du fait qu'on n'était pas on n'était pas ferré en planification financière. Là. Puis, en finance, en gestion financière, en prévisionnel ou... Prévisionnel ouais. plus, OK. Oui, Ouais. puis Parce quand que on se faisait demander par nos créanciers, tu sais, quand on voulait pitcher notre projet, on le faisait, mais c'était maladroit souvent. Donc, d'aller chercher vraiment des spécialistes dans des... Tu sais, nous, on était spécialisés dans quelque chose, mais il fallait aller s'entourer de d'autres spécialistes aussi pour pouvoir, surtout en finance, là, pour pitcher le projet comme il faut pour avoir du financement puis des fonds. Là. C'est quelque chose d'important. Puis des fois, on s'est fié peut-être un peu aussi, c'est quand on faisait la distribution, ça allait bien. Tu sais, mais là, il n'y a pas pensé qu'à un moment donné, il y en a un qui peut tirer à plat puis fermer sa business, leur business nous impacterait directement. Oui. Fait que c'est de prévenir ça aussi, essayer de voir comment on aurait dû mieux s'organiser là-dessus. Je me trompe-tu ou, tu sais, je pense que le rôle de conseiller comptable, CFO,
tout le côté financier, c'est important, mais en même temps, ça ne remplacera jamais votre bonne éducation financière à vous. Je pense que dans les dernières années, vous avez travaillé beaucoup là-dessus, là, sur apprendre puis développer cet esprit-là d'intelligence financière pour prendre des meilleures décisions. Est-ce que ça prend de plus en plus de place dans dans votre, votre vie en ce moment? Oui, bien l'approche, c'est sûr de prendre vraiment le temps d'analyser nos finances, de voir nos états financiers, de travailler justement sur les planifications financières. Ça, c'est ce qu'on fait. On sait où on s'en va plus comparé à avant. Oui. Parce qu'on ne portait pas attention. Aujourd'hui, on porte plus attention. Prévoir des plus gros buffers quand un pourcentage, quand quelqu'un dit que c'est un prix pour un projet, il faut prévoir un buffer là, quand même assez élevé, là, surtout quand on fait du développement, recherche-développement. C'est sûr que c'est jamais évident, donc il aurait fallu, mais sur le coup, quand tu ne le sais pas, tu te fies à ta firme d'ingénieur, tu te fies à ton ingénieur, à ton développeur, mais c'est... Le problème, c'est que c'est souvent pas des gens qui l'ont fait. Non, c'est ça. Puis si tu en parlant avec d'autres gens qui l'ont fait, d'autres entrepreneurs ou d'autres gens qui ont passé par là, souvent qu'on va pouvoir avoir des tips ou des trucs ou des stratégies que le banquier, il peut vous dire sa façon de voir les choses avec ses clients, mais qu'il ne l'a pas vécu nécessairement. Puis là-dedans aussi, c'est de choisir ses batailles, là, parce que il arrive des moments, là, moi, c'est déjà arrivé à un moment donné où est-ce qu'on engageait une firme qui était comme réputée en Californie pour être bon en marketing, puis pouvoir s'occuper de notre campagne Kickstarter. Puis écoute, eux, ils nous ont botché ça, là, solide, puis ils nous exigeaient un dépôt de 25 000 pour pouvoir recommencer le travail, faire leur truc. Puis que là, j'ai été obligé de tirer à la plug puis de dire non, je le fais plus. C'est assez. C'est assez. Puis là, après ça, tu te mets à te dire, OK, est-ce que tu mets tes énergies à aller te battre pour 25 000 aux États-Unis puis ils avaient retourné le prototype, puis d'après moi, le gars, il l'avait lancé, ou il y avait quelque chose qui était même endommagé, tout ça. Là, fait que c'était vraiment frustrant. Là, ça donnait le goût de vraiment d'aller en bataille, puis tout ça. Puis j'ai décidé de tout simplement prendre ces énergies-là, de continuer à les mettre dans du développement, puis dans d'autres choses, puis de reformuler, de prendre plus le temps d'analyser, puis mettre plus d'énergie pour pouvoir en faire plus ailleurs que m'en aller dans une bataille là, avec un fournisseur. Fait que ça arrive des choses de même parce qu'on n'est pas toujours bien servi par tout le monde, il n'y a rien de rose, puis il y a toujours des embûches. Il y a continuellement des trucs qui arrivent, puis être capable de dire, OK, on tourne la page, on continue, il faut avoir, c'est du positif. Ça fait partie du succès. Ouais. Je pense qu'il y a plein de monde qui aspire à trouver la façon rapide de réussir, mais dans le fond, il n'y en a pas. Il n'y a personne. On vient de passer la semaine d'un clic pour rien. Il n'y a pas juste eu des succès avec des dizaines d'autres entrepreneurs, puis c'est ça le quotidien. C'est des embûches, des problèmes, des challenges, mais quand tu réalises que c'est juste part of the game, puis il faut juste réussir à se remonter les manches, puis faire ce qu'on a à faire, puis Tout à fait. Puis persévérer. Hein. Oui, bien c'est constamment ça. C'est des problèmes, des solutions, puis d'être accroché sur les solutions le plus possible pour amener ça au succès. Là. Exactement. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. 2 personnes de cœur, des personnes innovantes qui ont énormément d'impact dans leur industrie. Et je pense que votre parcours peut aider un paquet d'autres personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Alors, merci pour votre présence et on se voit bientôt. Merci.